C'était en plein mois d'août, plus précisément le 9 août 2001. Comme chaque mois d'été, le centre de Jérusalem est bondé de touristes. À 14h précises, un terroriste palestinien entre dans un restaurant à Jérusalem, un restaurant connu, la pizzeria Sbarro, à l'angle de la rue King George et de la rue Jaffa. Il fait exploser sa bombe. Bilan, 15 tués, dont 7 enfants, et 130 autres personnes sont grièvement blessées. Parmi les victimes, 2 ressortissantes américaines. Mais le kamikaze n'était pas seul. La tête pensante de l'opération, c'était une femme. Elle s'appelle Alam Tamimi. C'est elle qui a minutieusement préparé cet attentat. Aujourd'hui, elle vit en Jordanie et le pays refuse la demande américaine d'extradition de la terroriste. Rappel des faits tout de suite. La Jordanie rejette la demande d'extradition aux États-Unis d'Alam Tamimi, une Palestinienne originaire de Birzeit en Cisjordanie. Elle avait été condamnée en Israël pour son implication dans un attentat terroriste à Jérusalem qui avait coûté la vie à 15 personnes, dont une citoyenne américaine, Shoshana Yehudit Greenbaum, alors enceinte de 5 mois. 130 autres avaient été blessés, parmi eux Anna Naschenberg, une autre américaine qui depuis l'attentat est hospitalisée dans un état végétatif. Pour la procureure générale à la sécurité nationale, Mary McCord, Al-Tamimi est une terroriste irrécupérable et le secrétariat d'État a déposé plainte. De son côté, le FBI a placé Al-Tamimi sur la liste des terroristes les plus recherchés de la planète. Il y a un peu plus de 15 ans, Alam Tamimi avait planifié et participé à l'un des attentats les plus meurtriers au cœur de Jérusalem. Le 8 août 2001, un terroriste kamikaze avait actionné sa ceinture d'explosifs à l'intérieur du restaurant Sbarro. Alam Tamimi avait déjà été condamnée à 16 peines d'emprisonnement à perpétuité. Elle fut relâchée 12 ans après sa condamnation en 2011 par les autorités israéliennes dans le cadre des négociations pour la libération du soldat Gilad Shalit, détenu alors en otage par le Hamas. Elle avait été alors expulsée vers la Jordanie où elle vit jusqu'à présent. La justice américaine n'a cependant pas baissé les bras. Si la constitution jordanienne interdit l'extradition de ressortissants jordaniens, les États-Unis comptent bien coopérer avec ses partenaires étrangers pour obtenir l'extradition d'Al-Tamimi. Dans le cas de son extradition par les autorités jordaniennes vers les États-Unis, Alam Tamimi risque d'être condamné à la peine capitale. Al-Tamimi n'a à ce jour jamais exprimé ses regrets. Et des images qui sont toujours douloureuses à regarder même 16 ans après. Alors pour en parler, Maurice Yvergan, Jonathan Serrero, bonjour messieurs. Est-ce que ces terroristes qui sont libérés lors d'échanges, on l'a vu dans le reportage, celle-ci a été libérée contre le soldat Gilad Shalit notamment, est-ce que c'est toujours un danger pour la sécurité d'Israël? Ce qu'il faut souligner tout d'abord Valérie, c'est que bon nombre de terroristes sont accueillis en héros à leur libération dans leur village. Un accueil en fanfare organisé en l'honneur de leurs gestes. Et le fait de tuer des Israéliens et des Juifs est synonyme de courage parmi les ennemis d'Israël. Le plus souvent, les terroristes libérés n'expriment aucun regret concernant l'acte commis. Ils s'enorgueillissent, voire se disent prêts à reprendre le chemin de la terreur. Et cela se traduit à travers certains chiffres. Sur les quelques 8000 terroristes libérés dans le cadre des différents accords d'échange conclus entre Israël et le Hezbollah, mais aussi avec l'autorité palestinienne, près de 50% d'entre eux récidivent. Une donnée prise d'un rapport commandé récemment par les bureaux de la défense israélienne et une donnée qui prend en compte aussi l'implication des terroristes dans des affrontements contre Tsahal, lors de manifestations, dans des attentats ou dans la préparation d'attaques terroristes. Ce que l'on sait, par exemple Valérie, c'est que parmi les 1400 terroristes libérés lors des accords sur la libération d'Ahmed Jibril, l'ancien commandant du FPLP, le Front Populaire de Libération de la Palestine, une large partie d'entre eux a participé au déclenchement de la première intifada de septembre 1987. Pire, quelques 181 Israéliens ont perdu la vie dans une trentaine d'attentats préparés par des terroristes libérés dans le cadre de cet accord. Pour ce qui est de l'accord Shalit, l'accord le plus proche de nous, sur les 1027 terroristes libérés, une dizaine de pourcents d'entre eux ont récidivé. On sait par exemple que l'un des commanditaires du rapt et du meurtre des 3 jeunes adolescents du Gush Etzion avait été libéré dans le cadre de cet accord. Bon, mais que fait l'État pour empêcher ces terroristes de récidiver?
récidiver? Eh bien Valérie, dans le cadre des accords d'échange, Israël négocie le renvoi des terroristes vers des pays d'accueil ou vers les territoires palestiniens ou vers aussi la bande de Gaza. Parmi les personnes libérées dans le cadre de l'accord Shalit, certains d'entre eux ont terminé leur course en Turquie. D'ailleurs, cela a facilité aussi l'implantation d'une cellule du Hamas sur le sol turc, qui est à l'origine aussi de nombreux attentats en Judée-Samarie. En 2015, une proposition de loi contre les récidivistes avait été déposée par le député du foyer juif Nissan Slominski. Le parlementaire souhaitait d'ailleurs infliger la double peine à tous les terroristes libérés dans le cadre de l'accord Shalit, mais la Cour suprême discute toujours de la validité légale du texte de loi, car il faut le savoir Valérie, un terroriste libéré dans le cadre d'un accord d'échange politique ne peut être à nouveau emprisonné. Son incarcération ne peut être évidemment conditionnée uniquement en cas d'implication dans un nouvel acte terroriste. Oui, alors justement, les Jordaniens qui refusent d'extrader le cerveau de l'attentat de la pizzeria Sbarro à Jérusalem, on vient de le voir. Et la semaine dernière, c'est un autre terroriste qui a été libéré par le royaume hachémite. Il s'agit du soldat jordanien auteur de la fusillade de Naharaïm en 1997, une attaque terroriste qui avait coûté la vie à 7 écolières israéliennes en excursion sur l'île de la Paix, sur le jour d'un récit. Tout de suite. Les images de la libération d'Ahmed Dakassama constituent un nouveau coup de poignard dans le cœur des familles. Les souvenirs ressurgissent et avec eux, la mémoire de vie décimée de leurs enfants. Voir le terroriste commencer une nouvelle vie libre est insupportable. Aujourd'hui, il libère un terroriste et le Premier ministre ne fait rien. C'est vraiment cracher au visage des familles. C'est ce que je ressens. Le terroriste des 7 jeunes filles est libéré après 20 ans sous les barreaux. Pour nous, cela n'est pas suffisant. Je me suis dit qu'il ne supporterait pas de vivre dans une prison jordanienne pendant 20 ans, mais il a survécu à la prison. Une peine qui contraste avec la liesse observée dans le village natal du terroriste, situé dans le nord de la Jordanie. Son retour occasionne fêtes et klaxons. L'ambiance de fête populaire le conforte devant les caméras à défendre une nouvelle fois son geste. Il omet volontairement la ligne défendue par ses avocats qui avaient plaidé son irresponsabilité mentale. La normalisation avec l'entité sioniste est un mensonge. La solution de 2 États est un mensonge. La Palestine est une et s'étend de la mer jusqu'au fleuve du Jourdain, de Rosh Hanikra au nord à Eilat au sud. Aucun État d'Israël ne peut exister sur ce territoire. Il y a 20 ans, Ahmed Dakassama a été condamné pour le meurtre d'un groupe de collégiennes israéliennes en sortie scolaire sur l'île de la Paix, une zone tampon située à la frontière jordanienne. Toutes étaient issues d'une école de Beth Shemesh, une localité située à proximité de Jérusalem. L'homme était alors membre de l'armée jordanienne. Le 13 mars 1997, il sort de son poste d'observation et tire sur les jeunes filles. 7 d'entre elles sont tuées, 6 sont blessées, dont 2 grièvement. Le gouvernement, dirigé alors par Benjamin Netanyahou, décide de l'ouverture d'une commission d'enquête. Le roi Hussein de Jordanie a tenu à se rendre auprès des victimes de l'attentat. Il était accompagné du Premier ministre. Votre perte est ma perte, une perte personnelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de cet homme? Cela le rend-il heureux? Je ne sais pas ce que tu comptes faire avec lui. Je suis sûr qu'aucun homme sensé ne commettrait un tel acte. 20 ans après, la blessure des familles demeure toujours ouverte. Et ces terroristes libérés restent souvent une menace pour l'État d'Israël, on vient de le voir. Nous avons demandé aux Israéliens s'ils pensaient qu'un terroriste méritait la peine de mort. Écoutez, les réactions sont mitigées. Pour. Contre. Contre. La peine de mort est un problème qui est pas discutable. Pas du tout, pas à mes yeux. C'est sûr que d'un point de vue humaniste, et si on place l'humain très haut, on ne peut pas accepter la peine de mort. Contre. Oui, bien sûr, ce qui compte, c'est que les citoyens soient en sécurité. Oh non, pas du tout. Ou on est pour ou on est contre. On ne peut pas l'être pour certains et pas pour d'autres. Mais en pratique, si on parle de terroristes, je suis pour. Oui, je suis pour. On est mieux sans eux. Non.
Alors Moïse Fergan, la peine de mort a été abolie ici en Israël en 1954, mais la question de la condamnation à mort des terroristes revient souvent à l'ordre du jour. Absolument Valérie, vous l'avez dit, en 1954, donc abolition de la peine de mort, sauf pour génocide et crimes contre l'humanité. C'est dans le cadre de cette exception qu'avait été pendu le criminel de guerre Adolf Eichmann, qui avait été condamné en Israël pour génocide. Alors, là, il faut savoir que malgré tout, la peine de mort existe en Israël. Les tribunaux militaires sont en effet habilités à condamner à mort un terroriste, sauf que si techniquement ils peuvent le faire, il y a deux conditions préalables. Tout d'abord, que la peine de mort ait été prononcée à l'unanimité du tribunal, c'est-à-dire l'ensemble des juges, et deuxièmement, que cette peine soit commuable, c'est-à-dire qu'on puisse revenir sur la peine. Alors, il faut savoir qu'il y a eu plusieurs condamnations à mort en Israël de terroristes, mais que cette peine n'a jamais été appliquée. Oui, et le grand partisan justement de l'application de la peine de mort pour les terroristes, c'est Avigdor Lieberman. Jonathan Serrero, le chef du parti Israël Beitenu, est aujourd'hui ministre de la Défense. Une position de force quand même, hein? Oui, Avigdor Lieberman s'est souvent exprimé, d'ailleurs en 2015 dernièrement, en faveur de la peine de mort infligée aux terroristes, il faut le préciser. Il avait à l'époque sévèrement critiqué les gouvernements précédents d'avoir accepté ces échanges de prisonniers. Il avait même promis d'abattre Ismaël Haniyeh 48 heures après son entrée au ministère de la Défense. La question d'une législation sur la peine de mort infligée aux terroristes avait été abordée lors des discussions entre Avigdor Lieberman et Benyamin Netanyahu au mois de mai dernier, avant son entrée dans la coalition. Le Premier ministre s'était même montré favorable à la présentation d'un texte de loi à ce sujet, mais face à la levée de boucliers des juristes et le danger que cela aurait pu faire peser sur la vie des otages retenus aujourd'hui par le Hamas, Avigdor Lieberman a fait machine arrière depuis et a décidé de ne pas inclure au chapitre de l'accord coalitionnaire la question de la peine de mort infligée aux terroristes. Cela ne signifie pas pour autant que le ministre de la Défense a changé d'avis. Et retour à présent sur les attentats meurtriers qui ont secoué Buenos Aires. C'était le 17 mars 1992, il y a 25 ans. Une bombe saute devant l'ambassade d'Israël, elle fait 29 morts et 242 blessés. 2 ans plus tard, une voiture piégée explose devant les locaux des associations juives de Buenos Aires. Bilan 85 tués et des centaines de blessés. Rétrospective tout de suite avec Jonathan Serrero. 17 mars 1992, une voiture piégée explose devant l'ambassade d'Israël en Argentine. Bilan 29 morts, dont 4 Israéliens et 220 blessés. 2 ans plus tard, c'est 85 personnes qui perdent la vie dans un attentat perpétré devant le centre communautaire juif de Buenos Aires, la capitale argentine. La violence des attaques émeut la communauté juive du pays, la plus importante d'Amérique latine. Les Argentins réclament, eux, de l'État de retrouver les responsables. La Cour suprême de Buenos Aires se charge de l'enquête. Les premiers indices accumulés ciblent la participation conjointe du djihad islamique, du Hezbollah, fortement implanté en Amérique du Sud, et de l'Iran. Des soupçons qui se transforment en preuves formelles. En 2006, au terme de 12 années d'enquête, le procureur général Alberto Nisman accuse le gouvernement de la République islamique et son allié chiite libanais de la planification et de l'exécution de ces 2 attentats. Interpol confirme les conclusions du procureur argentin et lance dans la foulée un mandat d'arrêt contre 5 fugitifs. Parmi eux, l'ex-président Rafsanjani, l'ancien ministre de la Défense iranien Ahmed Wahidi et Imad Mounier, ex-bras droit d'Hassan Nasrallah, tué en 2008 dans l'explosion de sa voiture à Beyrouth. Mais les autorités iraniennes refusent de coopérer avec la justice de Buenos Aires et l'Organisation internationale de police criminelle. Depuis, l'enquête piétine. Plusieurs juges en charge d'instruire le dossier ont été relevés de leurs fonctions. Des lenteurs judiciaires et des défections justifiées d'après le juge Nisman par les étroites relations commerciales entretenues par l'Argentine avec l'Iran. En témoigne l'accord conclu en 2013 entre les autorités argentines et iraniennes sur la mise en place d'une commission d'enquête composée d'experts étrangers chargés d'interroger les principaux suspects de ces attentats. Or, pour le juge Nisman, l'accord sert surtout à protéger les commanditaires iraniens. Il reproche ainsi à la chef d'État argentine Cristina Kirchner de couvrir ses homologues de Téhéran et de brouiller les pistes. Des accusations qui lui coûtent la vie en 2015. À la veille d'une réunion de la commission spéciale de la Chambre des députés en lien avec l'affaire, le juge est retrouvé mort à son domicile. Médias et opinions y voient la main de la présidente Kirchner.
25 ans d'enquête et 600 tonnes de documents n'ont toujours pas permis de retrouver les véritables auteurs de ces 2 attaques terroristes. Alors 2 attentats, Maurice Fergan, qui ont secoué l'Argentine, et tous les 2 ont une signature, celle de l'Iran. Absolument, Valérie. Et ce qui est important, la dernière chose qu'on doit signaler, c'est que l'enquête sur l'attentat contre les locaux de l'association des associations juives de Buenos Aires a été réouverte. C'est-à-dire qu'après la mort du procureur Nisman, les choses avaient été plus ou moins gelées. Maintenant, l'Argentine a décidé de réouvrir le dossier. Donc, il faut s'attendre à des développements. Maintenant, en ce qui concerne l'ambassade d'Israël qui avait été attaquée en 1992, comme on l'a vu, et qui avait fait 29 morts, les circonstances de l'attentat contre cette ambassade ne sont pas encore très claires. On estime qu'il pourrait s'agir d'un camion piégé qui aurait explosé devant les locaux de l'ambassade. D'autres disent qu'une bombe avait été introduite à l'ambassade, mais là la question reste encore posée. Et bien qu'il y ait eu une revendication djihadiste pratiquement immédiate, aucun suspect n'a été impliqué dans cette affaire jusqu'à aujourd'hui, mais l'ambassadeur d'Israël ne désespère pas de faire avancer cette enquête. Il l'a dit il y a 48 heures lors justement des commémorations qui ont eu lieu à Buenos Aires. On l'écoute. Madame la vice-présidente, nous ne pouvons pas oublier. Nous ne pouvons pas oublier. Nous ne laisserons pas cet acte indescriptible sans réponse. Nous ne laisserons pas passer encore 25 ans et laisser les assassins continuer de vivre normalement à Téhéran ou à Homs et continuer à diffuser leur idéologie obscène qui glorifie la mort et non pas la vie. Oui, je parle de l'Iran. L'Iran qui continue de fomenter le terrorisme et se conduit comme si de rien n'était. Vous voyez, du point de vue des autorités israéliennes, c'est très clair. C'est le Hezbollah et l'Iran qui sont à l'origine de ce double attentat. Le premier contre le centre communautaire juif à Buenos Aires, le second contre l'ambassade. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu 84 tués au cours de l'attentat contre les institutions juives à Buenos Aires, mais il y a aussi 2 victimes collatérales. La première, vous en avez entendu parler dans le sujet de Jonathan, il s'agit du procureur, Eduardo Nisman. Le second, c'est encore un mystère, c'est le fils de l'ex-président d'Argentine, Carlos Menem, qui a été tué mystérieusement dans un accident d'hélicoptère en 1995. Était-il lié à l'attentat? C'est les points d'interrogation. N'empêche que Carlos Menem a fini par avouer que son fils est mort dans des circonstances extrêmement mystérieuses et qu'il aurait même été assassiné, d'où le point d'interrogation. Le fils du président était-il au courant ou impliqué dans cet attentat? Ça, la question reste posée. Ouais, vous savez, c'est que tous les procureurs chargés de l'enquête sur ces 2 attentats ont été renvoyés par le pouvoir argentin dans des conditions mystérieuses sans justification. Qui a été touché. Pourquoi ce pays-là, d'Amérique du Sud? C'est une des plus grosses communautés juives d'Amérique latine. Il y a aussi une implantation des réseaux du Hezbollah et de l'Iran. Jusqu'à aujourd'hui, les organisations djihadistes sont extrêmement actives en Amérique latine. Il y a des bases des djihadistes et pour le moment, il doit y avoir un accord tacite. On n'a pas connu de gros attentats depuis plusieurs années. Il doit y avoir un accord tacite entre ces gouvernements et les organisations djihadistes pour ne pas provoquer d'attentats sanglants sur le territoire d'Amérique latine. Mais c'est une bombe à retardement. Ça arrivera un jour. On le sait, Valérie, la communauté juive argentine est prise pour cible pour sa quantité. On connaît les liens entre le Venezuela et l'Iran dans cette région, aussi avec le Hezbollah, les relations privilégiées. Et cela explique ces 2 attentats il y a maintenant 25 ans. Merci messieurs. Maintenant, je vous propose de découvrir le quotidien de Nour, une jeune femme druze qui habite le plateau du Golan, ce territoire conquis par Israël à la Syrie en 1967. Les Druzes du Golan se revendiquent toujours comme Syriens et Nour Shofi, comme toute sa génération, est en quête de son identité. Un reportage de Léa Ballas, adapté par Fleur Citruc. Regardez. My name is Noor.
Je m'appelle Nour, j'ai 25 ans, je suis née ici à Majal Shams sur le plateau du Golan. Voici mon mari, ma belle-mère et Yasmine, ma belle-sœur. Je viens d'avoir une petite fille, elle s'appelle Emma. Je suis une toute jeune maman. Voici notre petit rituel. Nous nous asseyons ensemble, nous buvons du maté. Nous avons un sens de la famille très fort, surtout quand il s'agit de se réunir en famille. Je fais ça avec mes beaux-parents ainsi qu'avec mes propres parents. C'est notre quotidien. C'est ainsi que nous accueillons n'importe quel invité. C'est le sens de l'hospitalité que nous ont inculqué nos parents. Ça fait partie intégrante de votre culture ? Oui. Être druze pour vous, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis née ici dans le Golan occupé. Je n'ai jamais été en Syrie et je n'en aurai jamais l'occasion car je n'ai pas le droit d'y aller. Mes origines sont syriennes et je me sens syrienne. Mais je n'ai pas de nationalité. Sur ma carte d'identité, il est écrit « Identité indéfinie ». C'est comme si je n'avais pas de patrie. Aujourd'hui, Majal Shams compte à peu près 10 000 habitants. On ne voit pas de drapeau israélien ici. Non, les Druzes sont fidèles au pays dans lequel ils vivent. Ici, c'est un peu compliqué car ils se considèrent toujours comme Syriens et sont fidèles à la Syrie. Ce n'est pas facile pour les jeunes ici. Ils sont nés sans nationalité et ils sont en quête d'une identité. Par contre, les Druzes qui vivent et sont nés en Galilée ont eux la nationalité israélienne et doivent être fidèles à Israël. Ils servent dans l'armée où ils ont même des hauts postes. Et ça ne pourrait pas être le cas dans votre communauté ? Non, ça ne serait pas possible. La jeunesse d'ici est fière de ne pas porter le fusil et de ne pas combattre. Disons que c'est une forme d'identité que les jeunes se sont créés. Le plus important pour les Druzes du Golan, c'est de rester sur leur terre. Ils ne quitteront jamais leur maison, ils ne quitteront jamais leur terre et ils ne quitteront jamais leurs arbres fruitiers. Ici, chaque famille possède un terrain et des vergers, des pommiers, des cerisiers. C'est merveilleux. Je n'abandonnerai jamais les arbres que mes arrière-grands-parents ont plantés et dont ils ont pris soin. Maurice Fergand, difficile pour ces Druzes. Les autres sont fidèles à la patrie, ils se sentent tous israéliens, ils font l'armée, mais ceux-là, ils se sentent syriens. Pourquoi ? Écoutez, c'est le principe même des Druzes. Les Druzes sont toujours fidèles au pays dans lequel ils résident. Vous avez entendu, les Druzes israéliens sont fidèles à Israël, font leur service militaire dans Tsahal. Les Druzes du Golan ne reconnaissent pas l'annexion du plateau du Golan et donc restent fidèles au régime syrien. Il faut remarquer deux choses, Valérie. Premièrement, ces gens-là vivent dans des conditions tout à fait honorable, on n'a pas vu des gens dans la misère. Et deuxièmement, chaque année, leur production de pommes est expédiée, est exportée vers la Syrie. C'est-à-dire que les Syriens continuent à consommer des pommes du Golan. Merci beaucoup. Restez avec nous dans quelques instants. Nous parlerons de ceux qui ne mangent plus de viande. Maltraitance dans les abattoirs, viande avariée, produits trop chers par conviction, par contrainte. En tout cas, vous allez le voir, bannir la viande de toute alimentation, c'est possible. On en reparle dans quelques instants. Restez là.